C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il sera effectif dès vendredi à 18h. Un accord à l'issue d'un mini-sommet à Luanda en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Son homologue rwandais Paul Kagame était absent et représenté par son ministre des Affaires étrangères. Les détails de cet accord et la réaction du ministre congolais de la Communication Patrick Muyaya. Dans un instant, il sera en direct avec nous dans ce journal. L'Égypte qui tente d'éviter la crise alimentaire avec la guerre en Ukraine, la menace est persistante. Le pays tente donc de développer davantage sa production locale. Reportage à suivre. Enfin, le Maroc qui s'en sort bien face à la Croatie. Les Lions de l'Atlas ont fait un match nul face aux finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les réactions des supporters à Casablanca à la fin de cette édition. Le mini-sommet de Luanda aura finalement abouti sur un accord de cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a été conclu entre Kinshasa et Kigali à l'issue de discussions entre le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères rwandais Vincent Biruta. Il sera effectif dès vendredi à 18h. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangoula. Selon le communiqué final, un accord de cessez-le-feu immédiat dès vendredi 18h a été trouvé à l'issue de ce mini-sommet à Luanda. Cet accord prévoit également le retrait du M23 des zones occupées et son désarmement en territoire congolais. À Luanda, les chefs d'État ont affirmé leur volonté d'instaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, les rebelles du M23, accusés par Kinshasa d'être soutenus par le Rwanda, ont gagné du terrain dans le nord Kivu. Des affrontements ont éclaté en début de semaine à Kibumba, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Il était donc urgent de retenter une désescalade. Alors ce processus de Luanda est engagé depuis juillet. À l'époque, Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'étaient déjà entendus sur une feuille de route, mais le texte n'a jamais été appliqué. Reste à savoir si ce nouvel accord permettra de faire bouger les lignes à Kinshasa, car jusque-là, le gouvernement congolais refuse toute discussion avec le M23 avant le retrait effectif des rebelles des localités occupées. Alors pour comprendre les tenants de cet accord, nous sommes en direct avec Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous, bonsoir. Alors on l'a entendu, cet accord prévoit un cessez-le-feu, le désarmement du M23 et son retrait des zones occupées. Le M23 n'était pas présent autour de cette table. Quelle garantie avez-vous? Comment s'assurer que les rebelles vont exécuter ce cessez-le-feu? La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CIRGL, et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président Tshisekedi, bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Vous savez que les M23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Alors, vous l'avez dit vous-même hier en conférence de presse, il y a un ras-le-bol de la part de la RDC d'avoir des discussions de paix alors que certaines parties ne respectent pas leurs engagements. À qui faisiez-vous allusion? Et surtout, faut-il rester particulièrement prudent quant à cet accord de cessez-le-feu? Évidemment, nous garderons cette donne de prudence parce nous connaissons, c'est le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda de manière claire de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus de paix ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force effectivement pour déloger les M23. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre
qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres, mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. Alors, d'un point de vue politique, que signifie cet accord entre votre pays et le Rwanda? Vous l'avez dit vous-même, le Rwanda reconnaît sa responsabilité. Ce n'est pas un accord entre la RDC et le Rwanda. C'est un accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, mais que signifie le fait que le Rwanda ait pris parti? Est-ce que le Rwanda, finalement, ne reconnaît pas sa responsabilité dans les tensions qui secouent l'est de la RDC? Si elle ne reconnaissait pas, si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda ou à New York autour du président Macron, à porter la voix du M23, à s'engager pour dire au M23 d'arrêter. Aujourd'hui, il ne faut plus passer par le dos de la cuillère. Il est établi que c'est l'armée rwandaise qui opère derrière le M23. Il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui l'atteste. Il y a les départements et le gouvernement américain qui en parlent de manière claire. Et tous les services de renseignement étrangers sont au courant et savent que le Rwanda est derrière les M23, les Rwandais aujourd'hui diplomatiquement isolés. Il n'y aura pas d'autre choix que de souscrire à un schéma qui est communément convenu, parce qu'il faut regarder, c'est que les mini-sommets réunissaient à la fois toutes les initiatives de paix. Ceci engage une dizaine de chefs d'État qui sont réunis, que ce soit dans le cadre de la CIRGL ou dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il est important que cela soit respecté pour que finalement nous puissions nous assurer que nos compatriotes qui sont déplacés puissent bénéficier de l'assistance humanitaire et puissent retourner chez eux, parce que c'est cela la face la plus dramatique de cette aventure du M23. Alors, est-ce que cela annonce un dégel entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Ou est-ce trop tôt pour l'annoncer? Je crois que dans la lecture du communiqué, il est donné une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que le M23 cesse ses attaques répétées sur les populations, sur l'armée, y compris sur la MONUSCO. À partir de ce moment-là, nous pourrons traiter les plus urgents, la situation humanitaire. Et dans les cadres des mécanismes régionaux qui sont prévus, nous allons évidemment discuter, voir dans quelle mesure on pourra avoir des mesures de confiance pour essayer de reconstruire une relation qui était déjà difficile, qui a été perturbée sérieusement. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda s'acquittera de sa part de responsabilité pour que cette paix reviennent d'abord dans ces parties touchées, et puis par la suite on envisagera les possibilités d'un retour des relations bilatérales, mais qui devront cette fois-là se refonder sur de nouvelles bases de confiance qu'il faut restaurer absolument. Alors, est-ce que vous pensez que ce revirement est dû particulièrement à la pression de la communauté internationale et notamment celle des États-Unis? Vous avez évoqué tout à l'heure la déclaration du département d'État. Est-ce que vous pensez que c'est surtout la pression exercée par les États-Unis qui a provoqué ce revirement? Écoutez, il y a la pression d'abord de pays de la sous-région qui sont, comme nous tous, engagés dans ces processus de paix, les pays de l'Afrique de l'Est, mais il ne faut pas oublier non plus l'Angola, qui dès les premières heures de cette crise s'est porté garant pour assurer la médiation. Il y a évidemment la pression américaine qui, elle, est publique, et il y a notamment la pression des Nations Unies, même si le secrétaire général n'a pas pu dire les Rwandais ouvertement, mais je crois qu'il y a des messages qui passent, notamment au niveau de la France, qui assure une partie de la médiation. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda, pour ne pas s'isoler diplomatiquement, s'engagera à respecter ce qui doit être respecté, ce qui est prévu dans cet accord, auquel cas, nous allons continuer les plaidoyers, solliciter et demander des sanctions, parce que le cas d'agression est avéré. Il y a un rapport des Nations Unies qui l'atteste et ce sera encore plus difficile pour eux en ce moment-là. Donc, il est bon de saisir cette opportunité offerte par la sous-région pour que nous puissions commencer à discuter paix, pour que nous puissions finalement profiter de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accordé cette interview dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Merci. En bref, ces violences au Burkina Faso, au moins 14 personnes, dont 8 supplétifs civils de l'armée, ont été tuées lundi lors de 2 attaques distinctes de groupes djihadistes dans le nord du pays. Direction l'Égypte, le pays est le premier importateur mondial de blé. Avec la guerre en Ukraine, une crise alimentaire plane sur le pays. Pour y faire face, la culture locale du blé est cette année plus que jamais prioritaire. Reportage d'Édouard Dropsy et Justine Babin. Dans cette oasis, à 100 km au sud du Caire, la récolte du maïs vient de s'achever.
Dans quelques jours, ce sera au tour du blé d'être planté. L'Égypte en est le premier importateur au monde. Cette année, cet agriculteur a décidé de doubler sa production. L'année dernière, je cultivais 3 fédanes, soit environ 12 000 m². Cette année, c'est entre 5 et 6 fédanes. Pour moi, le blé est devenu une récolte prioritaire. Son rendement est élevé. Avec la crise mondiale, le gouvernement égyptien a décidé d'acheter la tonne de blé à des prix plus attractifs à ses propres paysans. Une manière d'assurer une partie de sa sécurité alimentaire. À 260 € la tonne, cela reste toutefois bien plus bas que les cours mondiaux. Le blé est important en raison des bouleversements mondiaux en cours et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'on atteigne un niveau d'autosuffisance plus élevé. L'Égypte cultive traditionnellement le long du Nil, sur seulement 5% de son territoire. Alors la conquête du désert est envisagée comme une solution. Ici, l'entreprise Daltex fait pousser des pommes de terre et des oranges, mais cela a un coût. L'irrigation au goutte à goutte coûte vraiment très cher. Il y a également la supervision de ces champs avec la station météo, le contrôle de l'eau, l'équipement pour tester le niveau de l'eau. Rationaliser l'utilisation de ces ressources pour une plus grande rentabilité devient une urgence pour l'Égypte. Au Fonds international pour le développement agricole, une agence de l'ONU, on veut croire en la modernisation de l'agriculture traditionnelle. Le gouvernement égyptien a déjà pris des mesures dans ce sens, en inaugurant le projet national de revêtement des canaux et d'autres projets qui incitent à l'irrigation au goutte à goutte. Consciente des défis alimentaires en devenir, l'Égypte, dont la population augmente de 2 millions d'habitants par an, va devoir s'adapter rapidement. En Guinée, l'ouverture du dialogue politique est annoncée pour ce jeudi à Conakry. Plusieurs partis politiques et acteurs de la société civile ont décidé de boycotter la rencontre. Ils exigent entre autres la libération des prisonniers politiques, mais les militaires au pouvoir ont décidé de maintenir le dialogue sans les principaux partis politiques du pays. Écoutez le porte-parole du gouvernement de la transition guinéenne au micro de notre correspondant Malik Diakité. S'ils ne viennent pas, on ira quand même au dialogue. La question guinéenne est beaucoup plus importante que ces acteurs. Ce n'est pas une question personnelle. Aujourd'hui, ils mettent leur personne en avant, ce qu'on peut comprendre, parce que la question, c'est de dire d'arrêter les poursuites judiciaires contre un de leurs et de libérer tous les prisonniers qui sont en prison, poursuivis pour des soupçons de corruption ou de détournement de fonds publics. Ça fait 1 an que nous faisons des efforts en réajustant à chaque fois pour répondre aux exigences des acteurs politiques, mais à un moment ou à un autre, il faut avancer. Parce que c'est comme ça aussi que se construit une nation. On ne peut pas toujours s'arrêter et faire le statu quo, parce qu'on peut être taxé aussi de ne rien faire pour faire durer la transition. Et on continue à suivre les équipes africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde de football. Ce mercredi, c'est le Maroc qui était sur le terrain. Les Lions de l'Atlas ont réussi à tenir tête aux Croates, finalistes de la dernière Coupe du Monde. Résultat du match 0-0. Les supporters marocains sont plutôt satisfaits. Écoutez-les au micro de notre correspondant à Casablanca, Jean-Marie Lemaire. Ils ont passé un excellent travail, vraiment. Malheureusement, on n'a pas pu gagner parce que c'était à la portée pour qu'on puisse gagner. Mais je reste toujours optimiste qu'on aura la possibilité de passer un bon match avec la Belgique. Pourquoi pas ne pas se qualifier pour les prochaines éliminatoires. Le Maroc il a passé un bon match. J'espère, Inch'Allah, on va gagner dans ce groupe. Nos joueurs ont très bien joué. On a espéré jusqu'à la dernière minute que le score reste 0-0 parce que vraiment, ils ont bien joué. Leur défense était solide, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ça s'est quand même bien passé. On leur souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. L'un est réalisateur, l'autre excelle au piano. Leur point commun, ce sont 2 autodidactes dont les rêves se sont entrecroisés le temps d'un film. J'ai pris l'appareil et j'ai appris sur le tas. J'ai suivi quelques tutos, on va dire YouTube. Le film est passé dans des cinémas. Ouais, yes. Ouais, tu nous rejoins ou quoi? Non, je me sens social là. Et les gars, laissez-le, maintenant c'est un artiste. Il a acheté une petite tablette éclatée, il joue avec ses 2 doigts, c'est bon, t'es un pianiste maintenant. J'ai pas appris le solfège. Moi, c'était plus un bon redéfi de vie. Un duo de maestros qui nous accueillent dans leur ville, à Tremblay en France, pour Pas de quartier. Pas de quartier, à voir sur France 24 et sur France24.com.